Échange, quel qu'il soit. Je ne parle pas seulement d'APE. Ici, on est dans le cadre de l'APE, mais quel que soit l'accord de libre-échange que nous serons appelés un jour à signer ou à négocier, il doit être assujetti à la réalisation préalable de l'intégration régionale. Pour nous, si on n'a pas une intégration régionale qui fonctionne pour notre bien, au préalable, tout ce que nous signerons, ce sera sans utilité pour nous, parce qu'on ne saura rien de ces enjeux à court et à long terme. Et lorsqu'on parle d'intégration régionale, bien sûr, on doit commencer par un tarif extérieur commun. On doit ensuite aller vers des politiques communes dans tous les secteurs qui intéressent l'intégration. On ne doit plus avoir dans la région à terme, par exemple dans les 10 ou 15 ans à venir, des politiques séparées dans un État et d'autres politiques dans d'autres États, alors que nous sommes en train de parler d'intégration. La libre circulation des biens et des personnes doit être vraiment effective, parce que ça relève seulement de notre volonté politique. Si nos États le veulent vraiment et que les populations poussent, on peut arriver à cette situation de libre circulation totale dans notre région, où on ne va pas me demander 1000 ou 2000 francs pour entrer en Gambie. On ne va pas demander aux Gambiens qui viennent ici de payer aussi de l'argent. Il lui suffit de montrer sa pièce d'identité pour entrer, parce qu'il sera dans son espace, dans son pays, de la même manière que les nations pays. Alors, autre approche politique, Abel avait beaucoup insisté sur ça hier en matière de cohérence dans les différents engagements internationaux que nous prenons. Si vous prenez ce que nos pays font, nous sommes membres de l'OMC où nous prenons des engagements. Nous signons des accords, nous consolidons et puis nous avançons. On va négocier avec l'Union européenne, on prend aussi des engagements quelquefois qui sont contradictoires avec ce que nous prenons à l'OMC. Après, dans les négociations sur l'intégration, nous pouvons aussi prendre des engagements qui sont contraires à ce que nous avons déjà pris dans d'autres instances. Plus tard, nous pouvons aller vers les États-Unis pour prendre des engagements. Après, ça devient un flou complet où on ne se retrouve plus. Dans la mise en œuvre, nos administrations sont gênées et finalement, ça rend difficile la mise en œuvre de ces accords et on n'en profite pas. Donc pour nous, il est important que lorsqu'on prend une décision, une position à l'OMC, que cette position se reflète dans les positions que nous prenons là. Et disons, la clause NPF en est une bonne illustration. Parce qu'à l'OMC, dans la clause d'habilitation que nous avons acceptée, nous avons dit, nous accordons aux pays en développement des avantages que nous n'étendons pas aux pays développés. Alors que dans les APE, si on met la clause NPF, nous sommes en train de contredire cela. Alors il y a une série d'autres questions. À l'OMC, nous avons refusé de négocier l'investissement, la politique de concurrence et les marchés publics, qui font partie des thèmes de Singapour. Et ici, dans les APE, nous sommes en train de les envisager. Il y a une question de cohérence. Alors que tout le monde sait qu'une fois qu'on les aura acceptés dans les APE, nous ne pourrons plus continuer à les refuser à l'OMC, parce que nous n'aurons plus d'arguments. Donc il y a toute cette cohérence-là qui manque aujourd'hui dans nos politiques et dans nos prises de position. Et nous souhaitons, en termes politiques, sensibiliser nos États, etc. sur ces positions. Maintenant, un troisième point, on a un certain nombre de principes juridiques sur lesquels nous fondons nos positions. Nous ne voulons pas seulement avoir des positions qui tombent du ciel, comme si on a souvent reproché à la société civile d'être très passionnée, d'être très subjective, de prendre des positions à la va-vite sans réfléchir. Je crois qu'une telle société civile, si elle a un jour existé, elle n'existe plus. Alors, si elle existe encore, ce n'est pas notre société civile que nous sommes. Nous avons des positions qui sont fondées sur des arguments, parce que nous prenons le temps et nous faisons le choix de faire les analyses et les études nécessaires pour pouvoir avancer. Et les principes juridiques qui fondent nos positions sur les APE, ce sont des choses qui sont acceptées par l'ensemble des États, l'Union européenne comme les pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est tout ce qui se passe à l'OMC, nous n'avons rien inventé. Alors, ces principes-là, c'est quoi? L'Union européenne nous dit qu'elle veut, qu'elle nous pousse, qu'elle nous impose quasiment l'APE parce qu'elle n'a aucun autre choix et que c'est l'OMC qui lui impose de mettre notre régime commercial avec l'Europe en conformité avec les règles de l'article 24 du GATT. Or, ces règles de l'article 24 du GATT sont ce qu'elles sont et nous les avons analysées et comprises. Ces règles disent que l'OMC ne fixe aucun pourcentage pour la libéralisation commerciale et aucun délai. Donc, il s'agit d'interpréter. And sign this agreement. Because right now, how this will be harmonized with the regional ECOWAS agreement that is going to come into place. So there is already disintegration that is already occurring, and as maybe Sheikh was saying, well, how are we going to react because the disintegration has already started.
you know, and we have to respond to it right now. Whether the Ivory Coast agreement has to be removed or called by the ECOWAS as null and void, they should look into that direction. And then another issue I wanted to just get some clarification from Sheikh when he was talking about the pamphlets, the issue of linking liberalization to funding. I wanted to find out whether this is the government's position, where they want to link liberalization to funding, because again, there's a catch in this, in the sense that if, for example, the EU says that they are going to give more funding, or they are going to be prepared to commit, there will be an expectation for us to liberalize even more. So maybe we will not even be able to maintain that 65% if there's a linkage between liberalization and funding. You know, even if what you're trying to bargain, they'll say that since we've committed ourselves to give you more funding on this, then you have to liberalize more. So there should be a linkage between the liberalization and the funding. That's what my clarification is. Thank you. J'aimerais partager 2-3 points de vue par rapport à cette position. Je reviens aussi de Lomé, où il y avait la rencontre de l'UNOA, qui a aussi parlé de ces différents éléments. J'aborderai dans le sens de l'AWAL où il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'UNOA et la CEDEAO. Ça commence à poser de plus en plus de problèmes. Une fois que l'écran était là, la CEDEAO n'était pas présente à Lomé. Nous, on a trouvé que c'est grave. C'est inadmissible qu'un PAM organise une telle rencontre et que l'autre ne soit pas là. L'autre point aussi que je voudrais partager, c'est par rapport au cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Il a été reconnu que ça commence à poser de plus en plus de problèmes, comme Cheikh l'a dit. Est-ce que la Côte d'Ivoire va rester dans cette situation d'attente? L'UMOA a dit que l'Union européenne fait une politique, ils ferment les yeux sur ce cas, parce que l'échéance est passée, une autre arrive qui va peut-être passer. Ils ferment les yeux. Mais je crois que qu'est-ce que nous, on peut amener comme nouveau élément pour que les choses changent. Le Ghana n'a pas beaucoup évolué, mais la Côte d'Ivoire, à ce jour, ils ont dit spécialement que ça pose problème. L'autre élément que je voudrais partager, c'est les divers régimes, ça a été souligné. Et de mon point de vue, je me dis que dans cette négociation, l'Union européenne a déjà obtenu ce qu'elle pense. Si on voit les divers régimes qui existent, ce n'est plus à eux de se presser. Il y a tout sauf les armes, il y a le programme qui avance pour la Côte d'Ivoire, il y a le Nigeria qui peut plus se conforter dans le SPG. Donc la balle est vraiment dans le camp de la région à forcer pour obtenir. Et je vois que ce qu'on n'a pas pu obtenir pendant que les Européens avaient des problèmes, on ne pourra pas l'obtenir pendant qu'ils sont vraiment, ça ne les intéresse même plus. Parce que tout est fait pour eux. Et le papier, je crois que par rapport à ça, et l'information que j'ai récoltée, il me semble qu'il va y avoir une rencontre le 5 novembre pour lancer le papier. Et cette rencontre, les ordinateurs nationaux sont invités spécialement à venir à cette rencontre à Bruxelles pour voir les différentes lignes qui peuvent être ouvertes pour le papier. Donc ça aussi c'est un problème. C'est un problème. Donc l'un dans l'autre, vraiment je ne sais pas, moi c'est ça, en revenant de Lomé, je commence à être très très inquiet. Et il faut affiner vite des positions et discuter avec les États. Parce que si au niveau des deux sphères de négociation, il n'y a pas d'entente, au niveau étatique, on est en train de croire à ceux qui sont en train de négocier pour nous, ça pose réellement des problèmes. C'est des réflexions, n'ayant pas assisté à la rencontre d'hier, et j'ai le compte rendu de Lomé avec la liste des participants que je peux mettre à la disposition du secrétariat pour faire l'APE. Et donc, l'accord de Cotonou, qui est le cadre global dans lequel s'inscrit la négociation d'APE, ne doit pas s'éloigner de notre champ de bataille. Au contraire, ça devrait être notre principal ancrage.
pense que c'est clair maintenant, à la lumière de ce que notre ami Sangaré vient de dire, que ce n'est pas par hasard que l'Union européenne a précipité la revue à mi-parcours initialement programmée pour 2010. Et l'ultimatum qui a été donné, c'est que au plus tard, le 15 octobre, la plupart des régions ACP doivent avoir lancé ou fini leur revue à mi-parcours. Tout ça pour permettre de modifier les allocations, parce qu'il s'agit d'une programmation précise. On va amener les ordonnateurs nationaux à constater que le 10e FED n'a pas été consommé, où il y a beaucoup de lignes qui risquent de ne pas être absorbées d'ici à la fin de la programmation du 10e FED. Donc, il est important qu'on fasse le lien avec la programmation du PAPED. Vous voyez? Alors, si les conclusions de cette revue à mi-parcours qui vont d'ici à la fin de ce mois sortir, si ces conclusions montrent qu'on a prévu trop d'argent par rapport aux capacités de consommation, ce qui est courant, eh bien, le différentiel qui va être obtenu sur le 10e FED qui risque d'être alloué pour le PAPED. Donc, ça va simplement être un jeu d'écriture. Voilà pourquoi nous devons vraiment garder à l'esprit que le concept PAPED n'est pas encore notre concept d'APE pour le développement. Il va falloir qu'on prenne une position très ferme en lien avec la revue à mi-parcours parce que depuis hier, on n'en a pas du tout parlé. Alors que pour moi, c'est un enjeu de taille. À Cotonou, il y a une réunion qui se tient aujourd'hui. Nous avons déjà envoyé une position très claire là-dessus. Parce que les gens organisent des réunions, ils échangent, et au terme de ces échanges, c'est la revue à mi-parcours qui a été. Bref, je voudrais quand même que dans les conclusions de cette réunion, que nous ouvrons une brèche sur la revue à mi-parcours et le lien probable qu'il y a entre le 10e FED et le financement du PAPED. Et moi, je voudrais mettre vraiment l'accent sur le développement PAPED. Et à lui entendre certains, bon, je n'ai pas compris l'idée de Lawan qui disait que c'est virtuel. C'est pas le PAPED, c'est le PCD. Le PCD, en les deux, tu as parlé des deux, si bien pas bien compris. Moi, je voudrais vraiment qu'on mette l'accent sur ça, parce qu'aujourd'hui, tous nos États semblent mettre leur priorité sur ce document avant la signature. Et si la société civile ne se mobilise pas pour voir au juste ce qui est dans ce PAPED là, moi j'avoue, on a eu à faire un atelier de validation de notre document PAPED qui a eu une confusion totale. Les ministères même ne savent même pas ce que c'est que ça, c'est que le PAPED, on a mis tout. C'est comme si le PAPED allait prendre tout le développement de l'Afrique ou bien des pays. Je pense que la société civile doit jouer un très grand rôle aujourd'hui pour faire comprendre le PAPED et contribuer vraiment à son élaboration parce que les pays, les États disent que sans ça, on ne va pas. Et si ils ont la promesse de l'Union européenne, ils voudraient aux acteurs de nous, société civile, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ce document? Est-ce qu'on est associé dans tous les États? Est-ce que la société civile est impliquée dans l'élaboration de ce document? Moi, je sais que nous, on a participé, mais il y a eu un blocage à la fin. On a revu, on est en train de revoir le document. Est-ce que dans tous les pays, c'est la même chose? Si ce n'est pas la même chose, il faut dénoncer ça et voir comment nous allons améliorer ce document-là dans ces pays. Pour le problème de l'humour et la CDA, vraiment, c'est un problème. Pour ajouter une information à ce que Sangaré vient de dire de la rencontre de l'humour, je n'y étais pas. Mais c'est que l'humour aussi est en train de mettre en place les comités nationaux de négociation, comme la CDA, pardon. Comme la CDA aussi le fait. Quelle est cette conférence-là? Il faut vraiment que la société s'implique et faire comprendre que nous devons donner tout le mandat à la CDA. Donc je pense que c'est ces deux problèmes, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse et voir comment nous allons apporter notre contribution.
d'élaboration, c'était de faire le diagnostic de tous les programmes qui n'ont pas de financement au niveau national. C'est une sorte de communication des programmes. Et vous avez vu, ils ont fait une sorte de maquette budgétaire pour prévoir 10 millions d'euros pour la société civile. Au Niger, quand cela se faisait, il y avait des syndicats qui s'arrêtaient, qui pensaient que c'était de l'argent qui va venir de l'Europe. Ils sont venus à mon bureau, ils ont dit ah non, il faut qu'on s'implique et puis qu'on prévoit au moins 15 millions d'euros pour la société civile. Non, c'était un piège au fait qu'on miroitait pour tirer la région vers les APE. C'est tout simplement un mirage financier qu'on prend. C'est comme le fait qu'il y a l'habitude de dire que l'argent du fait est toujours illusoire, c'est le moment où les commissions on met de l'argent sur une armoire de 2 mètres et on demande à un maire de prendre de l'argent. Alors qu'on lui empêche toutes les possibilités d'emprunter une échelle. On dit que c'est ton argent. Tu regardes l'argent, tu ne peux pas y accéder jusqu'à l'échelle. Ce n'est pas le fait. C'est ça. On va à la revue animale pour la partie le Niger explique comme nous sommes en état de nature politique. Donc, les autres pays, le dernier délai, c'est le 15 octobre. Et c'est ce qu'on relève. Il faut chaque fois faire la lecture de la stratégie globale de l'Union européenne. On voudrait évaluer quelque chose qui n'a pas été expliqué. Et le disait fait, il y a des programmes qui n'ont pas encore reçu de l'argent. Et on veut faire la revue animale. On évalue la mise en œuvre de quelque chose qui n'a pas été financé. C'est ça le problème. Et on verra qu'il y aura beaucoup d'argent dans le fait qu'on dit que cet argent-là sera affecté pour financer le papier. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti. C'est tout simplement une question d'écriture comptable. Donc il faut qu'on ait une position ferme et claire. Nous sommes aujourd'hui le 13. Avant le 15, il faut même que la coordination de la plateforme fasse une conférence de presse pour dénoncer. Donc, nous devons dénoncer le PAPET. Le PAPET, c'est une stratégie de l'Union européenne pour nous détourner de nos objectifs, c'est-à-dire pour détourner même les APE des objectifs du développement. L'Union européenne a dit d'accord, faisons un PAPET, mais sa stratégie, c'est de pouvoir prendre le PAPET et mettre dans l'aide à la coopération au niveau du fait. Il faut que les aides et les aides. Donc voilà. Mais concernant le PCD, c'est notre position. Nous disons qu'il faut mettre en place un programme communautaire de développement pour la région avec une vision, avec des stratégies globales que la région doit financer. Nous n'attendons pas de l'aide extérieure pour financer le développement. Il faut identifier les ressources domestiques endogènes au niveau de la région et il faut qu'on accepte, que chaque pays accepte de mettre de l'argent dans le fonds régional de péréquation pour soutenir les faibles et soutenir l'intégration. C'est ça la position normalement communautaire, c'est ça la position de la justice. Voilà. Le chef de file de l'intérieur pour Burkina Faso. Et là, nous avons fait un peu le point du suivi des négociations par la plateforme. Notamment l'état des négociations, les positions de la société civile, les points d'accord de divergence ont été présentés. Nous avons amplement expliqué les positions de la société civile, étoffées par un certain nombre d'argumentaires fondés sur certaines études qui ont été faites et au regard des différentes activités qui ont été menées au niveau pays par l'ensemble des acteurs de la société civile intéressés à la question de la PMO. Et nous avions remarqué avec beaucoup de bonheur que les parlementaires étaient intéressés à la question des ateliers et qu'ils essayaient de suivre l'avancée des négociations et que sur l'ensemble de nos préoccupations, ils étaient parfaitement en phase avec nous. Ça, c'était le premier atelier que nous avons tenu en début.
Cette année, nous avons réédité. Nous avons eu notre deuxième session où nous avons eu la participation d'un plus grand nombre de parlementaires, au nombre desquels l'honorable Achille Tarsoba, qui depuis un certain temps s'implique véritablement dans le suivi de ces négociations, qui a participé à quelques sessions, notamment celle d'Abuja. Et là, nous avons renouvelé encore nos positions en tant qu'acteurs de la société civile dans le suivi de ces négociations-là. Ce qui est intéressant à relever, c'est que véritablement nos parlementaires suivent d'assez près ce qui se passe au niveau de ces négociations. Et il est intéressant aussi de constater que sur l'ensemble de nos préoccupations, l'ensemble des préoccupations de la société civile sont partagées par nos parlementaires. Nous restons en contact permanent avec cette cellule de notre Parlement qui suit donc ces négociations à travers notamment le député Tarsoba qui avait été invité par chef tout prenant part à cette rencontre qui malheureusement pour un problème de calendrier parce que l'Assemblée vient d'ouvrir sa première session, n'a pas pu être de d'autres. Mais je pense qu'à mon retour, au moment de rendre compte du monde de faire la restitution, je pourrai l'approcher encore une fois. Voilà, assez rapidement dit, les activités qui ont été menées au niveau du Burkina Faso. Je vous remercie. Donc, je vais faire mon compte rendu de façon verbale comme ça. Nous avons d'abord préparé au retour du troisième forum de haut niveau à Accra. Nous avons préparé un atelier qui a regroupé toutes les composantes de la société civile selon les recommandations d'Accra sur le thème des APE. Donc nous avons fait le point sur les APE. Nous avons également fait le point sur la responsabilité sociétale et ainsi que sur les recommandations du troisième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide. Et là, toute la société, les différentes composantes étaient représentées, notamment les centres de recherche universitaires, les universitaires, les médias, donc les journalistes, les syndicats et les sociétés, les ONG qui travaillaient dans le secteur. Là, ce qui a été formidable pendant ces 3 journées, c'est que chaque journée était confiée à un ministère clé, notamment le ministère de l'intégration régionale qui est en charge du dossier APE, le ministère du plan d'État, donc était représenté le deuxième jour, était le parrain de la journée, de la deuxième journée, et le ministère des Finances pour la 3e journée. Le premier jour, c'est le Conseil économique et social, en la personne du président du Conseil lui-même, qui a procédé avec le représentant du Premier ministre de son Excellence Guillaume Kibafoué Soro. C'était le ministre